Bonjour, merci à vous d'être présent avec nous. Alors, on va commencer par les présentations et peut-être dans l'ordre d'intervention de nos participants. Julie Violas, vous êtes chargée de recherche sur la criminalité liée aux espèces sauvages à l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Vous en direz un petit peu plus tout à l'heure, mais vous êtes également titulaire d'un doctorat en criminologie du City University de New York Graduate Center, spécialiste de l'utilisation des données pour concevoir des interventions de terrain plus efficaces pour prévenir le braconnage. Vous avez travaillé partout dans le monde, aux États-Unis, en Afrique centrale et orientale, en Asie du Sud-Est, dans plusieurs agences gouvernementales et intergouvernementales, et avec des ONG présentes dans la salle, WWF, Faune et Flora International, Interpol, l'USAID ou encore le département d'État américain. Nous allons vous laisser la parole, mais je vais présenter également nos autres panélistes avec nous aujourd'hui. Lieutenant-colonel Christian Tournier, vous représentez aujourd'hui l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique pour les affaires internationales et les affaires européennes. Vous l'avez rejoint en 2012, donc vous avez un recul. Après avoir travaillé à la Commission de l'Union européenne, dans le cadre de votre mission, vous avez été engagé à Vienne, à la COP CITES sur la période 2018-2022, et vous avez porté un plaidoyer dans le champ des services répressifs de l'Union européenne. Vous nous en direz un peu plus, et notamment sur les actions de l'Union européenne. Et puis, Arnaud Lerelou, vous êtes expert du comité français. On a d'ailleurs ensemble été aux saisies des douanes pour mobiliser un certain nombre d'acteurs. Vous êtes ingénieur écologue, engagé depuis longtemps, on m'a même dit depuis 11 ans, depuis l'âge de 11 ans, sur les questions environnementales. Vous êtes spécialiste des coléoptères et vous avez un parcours professionnel large, tant associatif que privé, que public, à travers différentes organisations. Au Muséum, vous avez coordonné l'inventaire zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique entre 2004 et 2015, puis avez pris la responsabilité de l'autorité de la CITES que nous avons citée en introduction. Merci à tous les trois d'être là aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un petit tour d'horizon, peut-être en rappelant également quelles sont les différentes instances que vous incarnez, avec lesquelles vous travaillez pour donner un panorama plus large à l'ensemble des gens qui sont présents, mais aussi à distance. Je vous laisse la parole. Je vais peut-être me poser là-bas. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation, pour parler et pour ce colloque qui a l'air très fascinant. Oui, c'est bon, je peux voir sinon là, merci. Donc, l'UNODC publie le rapport mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages, et c'est une publication phare pour nous, mais c'est une entreprise colossale. La première raison pour cela, c'est que l'on est obligé de se baser en partie sur une mesure imparfaite, qui sont les saisies. Les saisies ne représentent qu'une partie du trafic et une partie inconnue. Et en fait, ça peut être une mesure de l'effort saisi mise en place, et plutôt que de l'importance relative de ce commerce. De sorte que vous devez analyser ces informations justement dans le contexte d'autres données. Mais aussi, l'étude des tendances est complexe parce qu'il y a tant d'espèces et de produits mesurés dans des unités différentes, et que les pays ont souvent des difficultés à rendre compte de ces saisies et à même faire des saisies. La carte à gauche vous montre les pays qui ont envoyé leur rapport annuel sur le commerce illégal pour CITES de 2016 à 2022. C'est en partie les données sur lesquelles on base ces tendances. L'UNODC a 2 bases de données, justement, avec lesquelles elle travaille. Cette base de données CITES, mais aussi une base de données qui s'appelle WorldWise, qui utilise des données du gouvernement, d'ONG et d'universités pour compléter justement les données manquantes de la CITES. Ces 2 bases de données, je référais à ces bases de données comme le WorldWise. En discutant de ces problèmes d'unité, toutes les saisies se font dans différentes unités, en nombre, en kilogrammes, et d'autres unités aussi. Ça donne un problème justement pour pouvoir les comparer. Donc ce que l'UNODC fait, c'est qu'en fait, on utilise une valeur standard
qui est le prix déclaré par justement les personnes qui font ce commerce dans la base de données de l'EMIS des États-Unis. Et on utilise ça pour créer une valeur standard pour comparer tous ces marchés et donner une idée des marchés les plus importants. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les 10 dernières années, les marchés les plus importants n'ont pas nécessairement changé. C'est souvent le bois de rose, le rhinocéros, la corne de rhinocéros, les éléphants, les pangolins. Mais par contre, que leur position relative dans la liste a changé. On voit par exemple des marchés en déclin, dont je vais parler un peu plus tard. Je vais commencer par le marché de l'ivoire, qui est au premier plan de l'attention de tous, en raison des actions du gouvernement très publiques visant à réduire la consommation d'ivoire au cours des dernières années. En particulier, je pense à la Chine, mais aussi aux Nations Unies, à l'Angleterre. Le marché de l'ivoire et le marché de rhinocéros, tous les deux sont en déclin. Ce qu'on voit, en fait, c'est que le braconnage des éléphants et des rhinocéros est en déclin, et aussi les saisies et les prix. En ensemble, tout ça, ça nous dit que finalement le marché est plus en déclin. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus un problème, mais que justement, des discussions avec des trafiquants nous ont bien montré qu'ils commencent justement à garder leur défense d'éléphants parce qu'ils ont plus de mal à les vendre et que de plus en plus les prix baissent. La recherche nous montre aussi qu'il y a un déclin dans la demande d'ivoire en Chine et un changement des types de produits proposés sur les marchés en Thaïlande, au Vietnam en particulier. Maintenant, c'est plus des petits bijoux que des défenses sculptées, par exemple. Ce que le graphique au milieu ne vous montre pas, c'est ce qui se passe en 2019 et 2020 et 2021. On est toujours un peu en retard avec les données parce que les pays nous rapportent ça 1 an ou 2 ans après qu'ils font leur saisie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en 2019, il y a une légère hausse des saisies, mais cela est attribué à 3 grandes saisies, et autrement, la tendance est toujours à la baisse, et qu'en 2020, il y a une baisse énorme, sûrement due à la pandémie. Donc plusieurs explications sont possibles pour les tendances à la baisse, mais il semble probable qu'au moins une partie de la baisse peut être attribuée au renforcement des contrôles des marchés, en particulier en Thaïlande et en Chine. Ce qu'on observe aussi sur ces marchés, c'est un changement dans les destinations des produits saisis. Ce déplacement géographique est un concept clé à prendre en compte pour comprendre ces marchés, car une meilleure application de la loi entraîne des adaptations de la part des trafiquants. Ce déplacement n'est jamais total, et la répression a donc un impact, mais pour maximiser l'impact de la répression, il est important de prévoir ce déplacement. Sur le marché de l'ivoire, par exemple, on voit un déplacement de la destination des cargaisons. De 2006 à 2015, la Chine est un des plus gros marchés. Mais de 2015 à 2019, on voit justement que le Vietnam, et en particulier aussi le Cambodge, deviennent des marchés clés. Cela est probablement dû à l'importante croissance des trafiquants vietnamiens en Afrique et en partie à la croissance des marchés en Asie du Sud-Est, ciblant les clients chinois dans le sillage des contrôles accrus en Chine à partir de 2017. On a aussi observé des changements similaires avec des pays comme le Nigeria, des pays sources ou de pays de transit. Ces pays agissent comme des points d'approvisionnement et de consolidation pour multiples types de produits, dont l'ivoire, le bois de rose. En particulier, de 2015 à 2020, l'implication du Nigeria en tant que pays source d'écailles de pangolin est passée de 20% à 58% des saisies. Ceci est probablement dû à son infrastructure logistique et son rôle clé dans la région pour les transports de produits. Une autre dynamique clé que nous observons est le déplacement d'espèces, en particulier lorsque certaines populations d'espèces s'épuisent ou lorsque des restrictions supplémentaires sont mises en place pour leur commerce. Par exemple, des changements dans la classification CITES ou des interdictions d'exportation. Par exemple, nos entretiens faits avec les trafiquants d'ivoire en Afrique de l'Est montrent qu'ils entrent sur le marché des écailles de pangolin depuis 2019, car ils considèrent que le risque est moindre pour le trafic de pangolin par rapport au trafic d'ivoire. En particulier, en 2019, 6 des 11 plus grosses saisies détaillées de pangolin étaient mélangées à de l'ivoire, avec moins envoi d'ivoire par rapport aux écailles de pangolin. En fait, lorsque le marché de l'ivoire a commencé à décliner, d'après nos données, le marché du pangolin a commencé à décoller en 2014. Pour ce qui est du marché des pangolins, on voit maintenant en 2019 un pic avec plus de 90 000 kg d'écailles saisies, et ensuite une chute brutale en 2020 avec la pandémie sûrement, pour atteindre une fraction de ce chiffre. Parfois, le déplacement des espèces
est lié au renforcement des réglementations, ce qui est une ironie de l'amélioration de la protection de certaines espèces. Le bois de rose en est un excellent exemple, si vous regardez la figure à droite. Traditionnellement, donc, les meubles de bois de rose étaient fabriqués à partir d'espèces présentes dans les pays d'Asie de l'Est et du Sud. Avec l'augmentation de la demande, l'approvisionnement s'est déplacé dans différents endroits, en Asie-Pacifique, un peu en Amérique latine, vers le continent africain, en particulier le Madagascar. Cela a entraîné des changements dans la protection des espèces de bois. Maintenant, le Nigeria est une plaque tournante du commerce. À partir de en janvier 2017, la CITES a inscrit justement Pterocarpus erinaceus, l'espèce de bois de rose de la région, à l'annexe 2, ce qui a entraîné en fait une augmentation des taux d'exportation de cette espèce cette année-là. Mais ces exports étaient assez controversés, avec un manque d'études scientifiques récentes permettant d'estimer les niveaux de récolte durable. En 2018, en octobre, la CITES a mis en place une interdiction d'exportation de toutes les espèces de Pterocarpus erinaceus depuis le Nigeria. Cela, en fait, ce que le graphique ne vous montre pas, a entraîné une chute complète des exports. On a fait des entretiens avec des trafiquants sur le terrain, en particulier à Taraba, au Nigeria, qui nous ont montré qu'il n'y a plus d'argent à faire dans le bois de rose, justement. Maintenant, ça passe à d'autres espèces, qui ne sont pas des bois de rose. C'est des espèces comme l'apa, Afzelia africana, et le tali, Erythrophyllum suaveolens. En fait, ces trafiquants nous ont expliqué qu'il y a une présence chinoise, vietnamienne, dans le Taraba, où qui justement ces personnes dictent, elles contrôlent les scieries, mais elles dictent justement aux coupeurs quel bois couper et réagissent aux restrictions imposées à l'avance. Ils anticipent justement ces restrictions et décident quelle espèce ils vont utiliser dans le futur, en fonction des restrictions qu'ils anticipent. C'est tout un commerce très développé, très organisé, et qui vraiment en fait est à l'avance des restrictions. Lorsqu'on essaie de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, il est toujours préférable de la prévenir avant qu'elle se produise. C'est pourquoi les analyses prédictives sont si importantes. Malheureusement, avec les saisies, c'est toujours quelques années après, parce qu'on reçoit ces données justement avec quelques années de retard. Donc, je veux parler un peu des prédictions et des nouvelles tendances qu'on a vues un peu en faisant des études sur le terrain et en utilisant d'autres données. La première prédiction et nouvelle tendance est le risque que les installations d'élevage de tigres en captivité deviennent des sources potentielles du commerce illégal. Pour le dernier rapport sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans le monde, nous avons étudié le commerce des os de tigre, utilisé souvent pour le vin de tigre et la colle de tigre. En 2016, on estimait qu'il y avait entre 3 855 et 4 988 tigres à l'état sauvage. On estime qu'il y a plus de 3 fois de tigres en captivité. 91% sont détenus dans 716 installations dans 7 pays. Et le tableau, justement, au milieu de cette diapo, vous montre les 4 pays où il y a le plus de tigres en captivité. Ce que ce tableau ne vous montre pas, et ce que dit notre travail sur le terrain, c'est que les fluctuations du nombre de tigres dans ces établissements et du nombre d'établissements sont courantes, mais souvent inexpliquées. La tenue des registres est irrégulière et non centralisée, et de nombreuses installations abusives, ne sont pas enregistrées, ne sont pas ouvertes au public, ce qui laisse place à une utilisation abusive de ces installations pour le commerce illégal. En particulier, ça a aussi créé un marché problématique dans d'autres pays, par exemple l'Afrique du Sud. L'élevage de tigres à petite échelle existe en Afrique du Sud depuis les années 1990, mais l'intérêt pour le commerce des os a stimulé la croissance de ce secteur. Justement, notre travail sur le terrain a montré qu'en 2018, il y avait 36 installations de tigres en Afrique du Sud, avec 186 tigres dans ces installations, mais en 2019, il y en avait 72 centres et 450 tigres en captivité. Et aussi, nos données nous disent que les exportateurs combinent parfois illégalement des os de tigre avec des exportations d'os de lion, les deux étant difficiles à distinguer. Une autre tendance clé à continuer à étudier, ce serait l'utilisation de l'Internet pour faciliter un grand nombre d'échanges illégaux entre collecteurs. Les groupes privés sur Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux sont dans certains cas les principaux points de vente.
Par exemple, après des entretiens avec des trafiquants en Indonésie, de nombreux marchés physiques, ils nous ont dit que de nombreux marchés physiques ont fermé au profit des ventes en ligne, car ces derniers réduisent les frais généraux et sont souvent moins surveillés par les autorités. Lorsque les points de vente en ligne sont détectés par les forces de l'ordre, les trafiquants changent simplement de plateforme. Je vais passer rapidement justement à une discussion qui a souvent un peu de controverse sur la valeur du commerce illégal d'espèces sauvages à l'échelle mondiale. C'est un chiffre, il y a beaucoup de chiffres qui sont souvent cités, et justement, c'est des mesures qui sont difficiles à calculer. Donc il existe plusieurs façons de calculer la valeur du marché des espèces sauvages illégales. Vous pouvez considérer la moyenne annuelle des revenus illégaux générés. Il est possible d'estimer les pertes économiques liées à la fiscalité, aux ressources naturelles et au tourisme. Et vous pouvez également examiner l'impact sur l'environnement du commerce illégal et ses coûts. Donc, par exemple, le programme des Nations Unies pour l'environnement avec Interpol évalue la perte annuelle des ressources de ces crimes plutôt que les revenus criminels. La Banque mondiale, donc ce chiffre-là pour le programme des Nations Unies pour l'environnement et d'Interpol, est de 7 à 23 milliards de dollars américains de pertes annuelles de ressources dues au commerce illégal d'espèces sauvages. La Banque mondiale va plus loin, en ajoutant la perte des services écosystémiques, en particulier la séquestration du carbone. Il s'agit d'un calcul de valeur économique du commerce. Donc leur valeur est encore plus grande. Le fait de disposer de ces chiffres est une bonne chose. C'est utile pour les plaidoyers. Mais il s'agira toujours d'une estimation grossière qui ne sera pas à la hauteur du marché de la drogue. Les comparaisons comme ça de ces chiffres sont souvent dangereuses, parce que cette comparaison ne rend pas justice à l'ampleur des problèmes. Donc l'UNODC, elle, utilise le revenu criminel brut généré par le commerce et décompose justement ce revenu criminel brut par les différents acteurs du commerce. Mais ce calcul ne peut pas être fait pour tous les marchés et les produits. Ça demande beaucoup de données et en général, il y a pas mal de marchés justement où nous n'avons pas les données pour faire ça. Nous avons choisi l'ivoire et les cornes de rhinocéros, car c'est les marchés les plus gros, et aussi là où les données sont les meilleures. Ainsi, le revenu criminel brut généré par le commerce d'ivoire est environ de 400 millions de dollars américains par an, et pour la corne de rhinocéros de 230 millions de dollars américains. Donc l'importance de ces chiffres, c'est que cela nous donne une idée de l'endroit où les profits les plus importants sont réalisés. À quel moment dans la chaîne de trafic? Il s'agit d'une information importante pour cibler les efforts de répression sur les acteurs qui réalisent le plus de profits, ainsi que des données très importantes pour les enquêtes financières. Ces calculs seront utiles pour cibler les poursuites sur les acteurs pour lesquels une demande de dommages et intérêts ou de confiscation d'actifs serait la plus judicieuse. À l'heure actuelle, il n'est pas rare que les pays poursuivent des délinquants de bas niveau. Notre projet en Indonésie, qui justement fait des entretiens avec des personnes incarcérées pour des crimes contre l'environnement, montre que les personnes incarcérées sont souvent des petits transporteurs. Je parle sur cette diapo justement de la guerre contre la drogue, parce que justement on voit que cette guerre contre la drogue, pour donner un contre-exemple, a concentré de lourdes sanctions sur les petits consommateurs et les petits trafiquants, et a laissé une génération de personnes incarcérées sans souvent toucher aux grands trafiquants. Il serait dommage de répéter ce modèle inefficace avec la criminalité liée aux espèces sauvages. Je termine juste en vous disant que le prochain rapport sur la criminalité liée aux espèces sauvages sera publié en 2023 et inclura des tendances actualisées pour toutes les espèces clés, mais en particulier pour d'autres nouvelles espèces aussi, les orchidées par exemple, l'hippocampe, et mettra un accent particulier sur le rôle des femmes dans le commerce des espèces sauvages, ainsi qu'avoir un chapitre détaillant ce qui fonctionne dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et les meilleures façons d'évaluer justement ces nouvelles interventions. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ce large panorama et on regardera avec attention le prochain rapport parce que le sujet genre et notamment lorsqu'on constate à la fois les saisies mais les gens qui sont arrêtés n'est pas un sujet, c'est comme dans le trafic de drogue, c'est pas un sujet mineur. Alors on va se tourner maintenant vers vous, lieutenant-colonel.
L'OCLAESP, qui est un service de police judiciaire interministériel à compétence nationale, a des missions très larges, mais notamment celle qui nous occupe ce matin, que vous allez pouvoir nous rappeler, et puis peut-être faire un pont entre vos missions, les missions internationales qui viennent d'être présentées, et puis le rôle de la France. Merci, merci madame. Tout d'abord, permettez-moi au nom du général Sylvain Noyau, chef de l'OCLAESP, de vous remercier le comité français de l'UICN de cette opportunité d'intervenir. Et comme vous l'avez signalé, effectivement d'une façon un peu plus large, mais dans un premier temps, je présenterai l'OCLAESP et de quelle façon nous travaillons au niveau européen, international, mais aussi il est important de le signaler, et je me tourne vers la salle parce que quelques visages sont familiers. Dans le cadre effectivement de la délégation française auprès d'un certain nombre de comités des partis. Bien sûr, il sera question de CITES tout à l'heure avec mon voisin, avec qui nous travaillons ensemble, mais me tournant vers l'ONUDC dans le cadre effectivement de travaux au sein du comité des partis de la Convention de Palerme. Alors tout le monde n'est pas familier avec la Convention de Palerme, qui est une convention internationale de l'ONU qui criminalise les réseaux criminels au niveau mondial. Et il faut préciser que le 16 octobre 2020, il y a eu une résolution sous l'égide de cette convention, une résolution sur la criminalité qui affecte l'environnement et bien entendu la question des espèces sauvages, le braconnage a été abordée. Je ne saurais pas dire, je parle sous contrôle de certains dans la salle qui ont contribué à ces travaux. Alors, effectivement, l'OCLAESP déjà peut-être en dire quelques mots, parce que lorsqu'on parle des perspectives et du renforcement des capacités, puisqu'il est question d'ambition internationale, et de présenter les enjeux, notamment le contexte du trafic, eh bien, on peut effectivement lutter contre le phénomène et les proportions qui nous ont été indiquées tout à l'heure, avec toujours cette question effectivement de l'évaluation, mais aucun doute aujourd'hui qu'on a affaire à une criminalité transfrontalière, internationale, très sophistiquée, et vous évoquiez à l'instant les enjeux en matière d'enquête financière. C'est vraiment un challenge, comme de la même façon que lutter contre la cybercriminalité dans ce domaine-là, dont sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, renforcer les capacités, eh bien, en France, comme d'autres pays de l'Union européenne et au niveau planétaire, il y a une véritable stratégie voulue par nos instances les plus élevées. Et en l'occurrence, l'OCLAESP, depuis 2004, est engagé dans la lutte contre la criminalité environnementale, mais aussi de la santé publique, mais je ne sais pas le sujet. Et nous avons 5 missions prioritaires. Parmi ces missions prioritaires que vous retrouvez dans notre décret, bien entendu, c'est déjà mener des enquêtes. Et mener des enquêtes, elles sont complexes quand il s'agit de réseaux transfrontaliers, notamment entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et nous voyons à quel point aujourd'hui c'est très lucratif pour les réseaux criminels. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure et je vous donnerai aussi quelques exemples qui démontreront, si vous voulez, qu'on a à la fois des réseaux qui sont hyper structurés, mais aussi, et non loin d'être négligeables, des comportements individuels qui viennent alimenter ces réseaux et qui tirent des profits importants. Alors, pour mener ces enquêtes, eh bien, il faut bien sûr se structurer. Pour ce qui concerne la France et nos partenaires, et je vais évoquer notamment l'Office français de la biodiversité, mais bien d'autres, le musée d'histoire naturelle, les services de douane, ce qui peut être fait au niveau régional par les services, à ce niveau régional. Ce qui concerne l'OCLAESP aujourd'hui, nous avons 150 personnels, si vous voulez, qui sont répartis sur le niveau du territoire métropolitain, mais à ne pas négliger non plus au niveau des départements et territoires d'outre-mer, comme vous pouvez le voir. Alors c'est une montée en puissance de l'Office qui remonte maintenant à 3 années, mais qui correspond vraiment à une problématique de territoire et d'enquête. Et quand on évoque ces problèmes de territoire et de renforcement des capacités pour lutter contre ces trafics, dont en particulier les trafics d'espèces sauvages, il s'agit aussi de travailler avec les pays frontaliers. Je peux prendre comme exemple notre détachement de Guyane, qui bien sûr travaille étroitement avec les pays d'Amérique du Sud. Pour l'illustrer, au travers d'une dynamique de l'Union européenne où
la France, au travers de l'OCLAESP, a été pendant 4 ans le pilote de la priorité de lutte contre la criminalité environnementale, sous l'égide du cycle politique de lutte contre la criminalité organisée internationale, eh bien, nous avons, avec nos collègues espagnols, nous avons appuyé, soutenu la mise en place d'un réseau des services répressifs en Amérique du Sud appelé Jaguar et qui est très engagé dans le démantèlement de trafic d'espèces sauvages entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Et je peux que encourager à aller lire ce qu'on peut trouver dans certaines publications, pas uniquement dans la presse sur le sujet. D'ailleurs, nous avons sorti un certain nombre de publications dans le cadre d'un financement de l'Union européenne qu'on a appelé, qui était le programme Ambitus, ce programme où la lutte contre les espèces sauvages était vraiment une des priorités. Et je préciserai, j'évoquais à l'instant, pendant 4 ans, nous avons été pilotes d'un projet européen où participaient les 25 États membres. C'est-à-dire la mobilisation, et cette mobilisation a pu se faire aussi grâce à une coordination avec la société civile et les ONG, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour revenir donc sur l'OCLAESP, nous avons nos détachements et vous comprendrez qu'aujourd'hui, le volet opérationnel doit être complété aussi d'un appui aux travaux normatifs de façon à ce que la législation corresponde aujourd'hui à nos besoins et à nos besoins d'enquête, ce qu'on va appeler les outils spéciaux d'enquête, c'est-à-dire que les officiers de police judiciaire aient beaucoup plus de capacités. Je vais donner quelques exemples sur des droits de poursuite, de sonorisation, de pouvoir faire de la surveillance sur Internet de façon anonymisée, etc. Pour revenir à la présentation de l'OCLAESP, on est aussi dans le cadre de la prospective, c'est-à-dire qu'il faut évaluer effectivement nos besoins pour le futur. Donc l'analyse de la menace, j'aurai quelques slides tout à l'heure, nous avons publié, je pense que ça commence à être connu, un état de la menace lié à la criminalité environnementale. Je vous montrerai quelques slides tout à l'heure si le temps me le permet. Et vous avez tout un chapitre qui est consacré effectivement à la problématique du trafic des espèces sauvages, du braconnage, de la façon dont nous abordons le sujet au niveau français, et je dis en interservice. Les contributeurs appartiennent à tous les acteurs français, qu'ils appartiennent à la société civile ou qu'ils soient institutionnels. C'est aussi un besoin aujourd'hui d'amener de l'assistance aux enquêteurs sur le terrain de façon très large. La police de l'environnement, les policiers, les gendarmes, les douaniers. Et c'est une assistance qui est réciproque. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez les acteurs des enquêtes judiciaires avec des moyens, comme je disais, qui sont renforcés grâce à la loi de ces dernières années, mais aussi des besoins d'expertise dans le domaine concerné. Et là, j'en reviens aussi pour illustrer la coopération qu'on peut avoir avec M. Redou et d'autres, et en interministériel, les services centraux et déconcentrés qui relèvent du domaine de la transition écologique, mais aussi de bien d'autres domaines qui touchent à la biodiversité et à la protection de la nature. On doit aussi faire aussi une veille aussi, qui nous permet aussi de détecter au niveau national des anomalies, des signaux d'alerte faibles, comme on l'on dit, qui vont permettre, partant d'un phénomène, j'allais dire, isolé au niveau national, territorial, à voir que nous avons face à nous des réseaux criminels organisés et structurés. Et ce qui, à partir de là, va permettre effectivement de mobiliser les services. La semaine dernière, une affaire qui a été relayée dans les médias. Bien sûr, vous comprendrez qu'il n'est pas du tout question de révéler des enquêtes en cours, mais la semaine dernière, par exemple, une affaire a été signalée dans les médias où on était effectivement sur du trafic entre l'Afrique, la France, et la France servant de point d'appui à la diffusion, en l'occurrence,
En l'occurrence, donc, là, il s'agissait de mâchoires de requin, de crânes de crocodile de Siam, de crânes d'ours noirs, de crânes d'ours blancs, de crânes de mandrill, etc., etc. Très structuré, je vous en dirai peut-être quelques mots tout à l'heure, et peut-être vous aurez l'occasion de dire quelques mots sur, on en parlait à l'instant, sur ce que représente ce phénomène du point de vue atteinte à la biodiversité et vu au travers de la convention CITES. Et puis, c'est effectivement animer un partenariat. Ce partenariat aujourd'hui, c'est également avec les collectivités territoriales, avec les élus, mais aussi, quand je dis les élus, bien sûr au niveau, comme je disais, territorial, mais aussi au niveau national et au niveau européen. Alors, j'ai oublié de préciser qu'à l'office, c'est un office qui est sous la responsabilité de la direction de la gendarmerie nationale, qui relève du ministère de l'Intérieur, où vous retrouvez aussi des policiers, mais nous avons aussi des conseillers, et nous avons notre conseiller environnement qui est dans la salle, et ce qui vient encore démontrer ce besoin de croiser les expertises, mais dans le cadre de la lutte contre les trafics et d'une réponse pénale. Et c'est l'occasion aussi de signaler qu'au niveau national, côté de la justice, et je ne vais pas être complet bien entendu, mais signaler aussi la mise en place des pôles régionaux en environnement. Ces pôles régionaux montrent bien aussi que toutes les composantes de la lutte se mobilisent. Alors, aujourd'hui, comment nous progressons ? Alors, j'ai dit un mot tout à l'heure au niveau européen, avec le cycle politique qui a priorisé en 2017, après que nous ayons mené un plaidoyer, la France, pour que tous les États membres se mobilisent sur le sujet de la lutte contre, la lutte contre en matière de criminalité environnementale, mais où d'emblée, le trafic des espèces sauvages a été considéré comme un sujet j'allais dire prioritaire, au même titre que celui des trafics de déchets. C'est l'occasion aussi de dire que dans une approche, j'allais dire, de services répressifs au niveau national, et vraiment la tendance est au niveau européen, et on le voit très bien quand on est sollicité par d'autres pays européens pour renforcer leurs propres capacités. Alors je ne vais pas citer les pays, mais encore dernièrement, nous avons accueilli une délégation interministériel d'un pays de l'Union européenne, où pendant 3 jours nous avons fait un séminaire, et effectivement toutes les composantes françaises sont intervenues, quels que soient les ministères, quels que soient les services, mais aussi la société civile, pour dire comment nous fonctionnons et quel est le cadre. Mais nous avons aussi les travaux qui peuvent être menés à travers des réseaux de professionnels. Je citerai le réseau des professionnels, des procureurs, le réseau des juges, le réseau, bien entendu, des autorités administratives compétentes environnementales, et un autre réseau que nous avons présidé en tant que CLAESP pendant 2 ans, c'est le réseau qu'on appelle EnviCriNet, qui est le réseau des services répressifs qui luttent contre la criminalité environnementale. Et nous avons contribué et nous participons à ce que Europol, qui est très engagé dans la lutte et qui mobilise les services répressifs, à ce qu'au sein d'Europol, il y ait aujourd'hui une unité spécialisée de lutte contre la criminalité environnementale. Et bien sûr, le démantèlement de réseaux en matière de trafic d'espèces sauvages est au cœur du dispositif. Alors j'ai évoqué tout à l'heure une affaire, parce qu'elle date de quelques jours, mais on a aussi les trafics de civets, par exemple, qui nous mobilisent, qui illustrent bien aujourd'hui. Alors ça peut paraître un peu curieux, parce qu'effectivement, on est sur une espèce protégée au niveau européen, on est moins dans cette relation sud-nord, sauf que la destination de ces trafics est aussi l'Asie, et qu'on retrouve, quand il s'agit de criminalité, effectivement des acteurs, et je parle aussi de blanchiment d'argent, je parle aussi, j'allais dire, d'utilisation des réseaux, Internet et réseaux sociaux. Les personnes peuvent se trouver à différents points du territoire, et que ceux qui sont actifs dans le domaine, si vous voulez, d'espèces sauvages, d'espèces protégées qui, venant d'Afrique, sont aussi actifs
sur d'autres types, d'autres régions. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi, leur réseau fonctionne, ils ont des structures qui permettent de blanchir l'argent, ils ont, j'allais dire, une logistique qui leur est propre, et croyez-moi, malheureusement, c'est efficace et on ne peut que s'en désoler. Donc sur ce slide, vous pouvez voir, pardon, sur cette diapositive, vous pouvez voir effectivement une montée en puissance graduelle. Je peux signaler aussi que, voulu par le ministre de l'Intérieur, et ça a été mis en place au sein de l'OCLAESP, aux côtés de deux divisions, la division des enquêtes et la division de l'analyse et de la prospective. Nous avons désormais une division nationale de lutte contre la maltraitance animale, ce qui montre bien à quel point aujourd'hui on se mobilise, et à un moment ou un autre, on se retrouve sur les mêmes, on peut se retrouver sur des enquêtes qui sont assez proches. Alors, construire, bien sûr, pour progresser des partenariats, dans une approche, je le disais tout à l'heure, qui se veut stratégique au niveau européen, mais aussi au niveau international. J'évoquais l'ONUDC, et l'OCLAESP a contribué aussi à des événements parallèles de l'ONUDC, justement, où on appelle certains pays qui sont peut-être moins mobilisés, que ce soit en Afrique et en Afrique et dans d'autres régions, mais aussi sur le continent européen, à monter en puissance dans le démantèlement. Et je préciserai que nous avons un guide des bonnes pratiques législatives auquel nous avons contribué parmi bien d'autres, de l'ONUDC, bonnes pratiques législatives en matière de lutte contre le trafic des espèces sauvages. C'est un document qui fait autorité dans bien des pays pour savoir comment améliorer la législation. Je vous parlais de l'état de la menace liée à la criminalité environnementale de l'Office. Bon, je vais le passer très vite en revue. Ce document est disponible aujourd'hui sur Internet. Bien sûr, vous le connaissez, on peut le partager. Et si des participants souhaitent avoir ce lien, eh bien sûr, il ne peut que circuler. Ça a été dit, la criminalité environnementale, bon, une approche transverse, ça, il est important d'insister sur le sujet. Des chiffres. Pourquoi le progresse? Ça a été dit et vous pourrez le retrouver dans ce document. Quels sont les moyens de lutte? Ben, je l'ai déjà abordé. Une coopération internationale renforcée. Il faut souligner le rôle d'Interpol. J'ai évoqué Europol. Je peux évoquer aussi Eurojust, mais on peut parler aussi du rôle d'Interpol. Au sein d'Europol, vous avez des groupes de travail dédiés à la lutte contre la criminalité environnementale, dont un sous-groupe sur le trafic des espèces protégées. Nous y participons activement. Et c'est un lieu d'échange d'informations, mais aussi de bonnes pratiques, parce que renforcer les capacités, c'est aussi les bonnes pratiques. J'ai évoqué la relation avec et le travail que nous développons avec la société civile, mais les initiatives locales sont vraiment à promouvoir. Vous le retrouverez dans ce guide, d'abord avec des unités aujourd'hui dédiées au niveau local pour de l'échange d'informations. C'est également des comités de coordination mis en place sous l'égide des préfets, des procureurs et des autorités compétentes régionales. Je ne vais pas développer. Le rôle des lanceurs d'alerte, ce rôle des lanceurs d'alerte, quand vous prenez, on me dit plus que 2 minutes, je m'en doutais, je vais pas essayer d'en gratter 3, comme dirait l'autre, je fais très vite. Voilà, la formation au niveau de l'Office et en collaboration avec d'autres administrations. Je vais évoquer aussi l'École nationale de la magistrature. Nous développons des formations à distance qui sont promues aujourd'hui au niveau européen. Pourquoi? Parce que nous devons avoir des schémas communs, j'allais dire, de structuration de l'enquête, mais aussi de rappeler que nous avons, dans les pays européens, nous avons des engagements communs au travers d'un certain nombre de textes au niveau européen, pris à Bruxelles, dont des stratégies, et notamment particulièrement dans le domaine de la lutte contre les trafics d'espèces sauvages et le braconnage. Voilà, les évolutions des outils juridiques, j'en ai dit un mot. Je ne vais pas revenir, donc c'était les exemples dont j'ai dit rapidement, j'ai survolé rapidement, mais vous les retrouverez dans les diapositives, mais aussi sur la présentation. Les remerciements pour cette analyse de la menace, car ces remerciements démontrent aussi à quel point ça a été un travail en interservice, et c'est important d'insister. L'exemple par ma nature, j'évoquais la CIVEN, qui démontre bien à quel point c'est structuré et surtout rentable. Les chiffres sont là, parlent d'eux-mêmes.
Enfin, l'affaire dont je disais quelques mots tout à l'heure, je regarde mes notes pour les 30 secondes qui me restent, ce que je souhaitais signaler encore. Donc la coopération multidisciplinaire, effectivement, les travaux au niveau européen, international. Nous avons actuellement un fonds qu'on appelle un financement européen sur fonds de sécurité intérieure dénommé UNIT, où effectivement on a un budget de l'ordre de 2,5 millions d'euros et un des très forts engagements avec la société civile, effectivement, c'est à travers ce projet de renforcer les capacités, surtout dans les pays de l'Union européenne, mais aussi les pays limitrophes qui n'ont pas aujourd'hui suffisamment d'expertise. Et alors, on évite de parler de modèle, mais en tout cas partager avec ces pays ce que nous avons réussi à faire en France et où la finalité, c'est bien le démantèlement. Et puis, je n'ai pas parlé de la COP, bien entendu, la COP CITES, mais signaler, je sais que vous le ferez tout à l'heure, tu le feras tout à l'heure, c'est effectivement le volet fraude et prise en compte des moyens d'enquête aujourd'hui, notamment financiers, cyber et autres, et aussi les faux certificats, etc. C'est un sujet d'importance et dont nous y participons activement et c'est très important d'être au sein de la délégation française de ces conventions. Merci à vous. Merci Pour la minute supplémentaire. Merci pour ce large panorama. Et puis, vous l'avez souligné, on aura l'occasion de le revenir, tout l'intérêt de coopérer avec la justice. Ça fait partie d'ailleurs des actions qu'on veut poursuivre les prochains mois, les prochaines années, avoir un lien particulier avec le ministère de la Justice, parce que si on l'a avec les procureurs, les magistrats, notamment Jean-Philippe Rivaud, qui regrette de ne pas être là avec nous aujourd'hui, mais qui est retenu par le procès du Mediator ou des avocats de renom comme Sébastien Mabille, qui interviendra tout à l'heure et qui a été longtemps expert international de l'UICN. On a besoin aussi de ce travail avec la justice, même si les sujets sont prégnants, urgents au ministère de la Justice, le sujet du trafic devrait l'être tout autant dès la formation d'origine. Alors Arnaud, on a évoqué la CITES, c'était l'objet de la transition quand les membres de l'UICN s'étaient réunis dans les années 60 en se disant qu'ils allaient faire preuve d'imagination puisque s'ils n'arrivaient pas à convaincre sur l'intérêt d'éviter d'abattre les éléphants, il fallait trouver des moyens pour obliger les pays à ne plus les commercer. Les années sont passées, la CITES a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, à travers cette expérience et les autres que j'ai pu évoquer tout à l'heure, quel est un petit peu le panorama? On sort de la dernière COP qui a eu lieu il y a quelques mois à Panama. Donc où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, merci beaucoup. Merci, comme mes devanciers, je vais également chaleureusement remercier le comité français de l'UICN et vous, Maud, pour m'avoir invité. Alors, je vais comme je me doutais qu'il y aurait énormément de tuilage entre les diverses interventions, j'ai fait un panorama un peu plus large dans mon PowerPoint, mais je vais passer certaines slides rapidement. Tout d'abord, déjà un premier point. Donc je suis désigné depuis le début comme le muséum, ce qui n'est pas tout à fait exact. Je vais faire un petit rectificatif, puisque la mission d'autorité scientifique CITES est une mission qui est confiée au muséum, mais le muséum l'a reversée dans une unité qui se nomme Patrinat, qui est un service commun entre 4 établissements, 2 tutelles principales que sont l'OFB et le Muséum national d'histoire naturelle. Donc je représente aussi l'OFB, et 2 tutelles secondaires qui sont le CNRS, Centre national de recherche scientifique, et l'IRD, l'Institut de recherche et développement. Et donc on est à la croisée effectivement de l'action, de la science, de l'expertise, de tout un tas de choses, ce qui est une situation hybride mais très confortable pour notre mission. Voilà, et pour le coup, je me suis autorisé quelque chose que je ne fais jamais. Plutôt que de mettre un titre de présentation, j'ai mis le logo de la CITES. Alors, on parle de la CITES, je vais vous en dire rapidement ce que c'est déjà. Hein. La CITES, c'est donc un accord international, une convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Et son objectif, alors ça c'est très important parce que quand on parle de l'objectif de la CITES, j'entends tout un tas d'objectifs divers et variés, réguler le commerce, ce genre. En fait, c'est veiller à ce que le commerce des espèces
international d'espèces ne menace pas leur survie et la survie de leur population sauvage. C'est-à-dire que l'objectif, c'est la survie des espèces sauvages. Réguler le commerce, c'est le moyen, et pas l'inverse. Il ne faut vraiment pas confondre les deux choses, sinon on arrive à des interprétations qui sont erronées. Et donc comment justement la régulation, l'encadrement, voire l'interdiction du commerce via un système de permis et de contrôle. Alors, le commerce, on va définir rapidement 3 types de commerce. Le commerce domestique, ce qui se passe à l'intérieur des États. La CITES ne le régule pas. Elle s'intéresse à ces données puisqu'elles ont un impact, bien sûr, sur l'évaluation globale, mais ce n'est pas ce qui va être régulé par la CITES. On a le commerce international, ce qui traverse les frontières. Ça, c'est l'objet de la CITES. Et on a le commerce illégal. La CITES n'agit pas sur le commerce illégal, n'agit pas directement. Elle agit quand même indirectement parce que, en développant des législations sur des espèces, elle va définir ce qui est légal et ce qui est illégal. Ça, c'est l'effet important de la CITES sur le commerce illégal. Elle va définir ce qui va être illégal et ce sur quoi les organes de contrôle vont pouvoir agir. Alors ça, je ne vais pas m'arrêter dessus parce que ça a été largement dit, les chiffres de l'illégalité. Par contre, je peux vous dire quels sont les 3 niveaux d'action de la CITES, qui sont ces 3 annexes. On a l'annexe 1, ce sont les espèces qui sont les plus menacées d'extinction et pour lesquelles on définit qu'aucun commerce n'est soutenable. Et là, on pose une interdiction. Il y aura interdiction de commerce, il y aura également interdiction d'usage à titre commercial. Pour vous prendre un exemple schématique, le léopard, qui est une espèce à l'annexe 1 de la CITES, eh bien, on ne peut pas mettre un trophée de léopard dans un local commercial comme un restaurant, c'est interdit. Au-delà même du simple commerce et de traverser une frontière. Bon, il y a des dérogations, mais on parle là pour le coup de l'interdiction de commerce à but lucratif. L'annexe 2, qui présente le plus gros des espèces inscrites à la CITES, donc là, ce sont des espèces vulnérables pour lesquelles on veut vraiment surveiller le commerce pour être sûr que ça ne dérape pas. Et donc là, on a un système de permis qui est très très encadré. Donc 97% des espèces inscrites à la CITES sont sur cette annexe 2. Et on a une annexe qui est très peu connue, qui est l'annexe 3, qui elle est très intéressante parce que je vais prendre l'exemple de, prenons l'araignée qui est en haut. Donc là, c'est 3 annexes 3 qui viennent d'être inscrites à la CITES sur demande de la France via l'Union européenne. Caribena versicolor, qui est une araignée endémique de la Martinique, qui est très très appréciée des terrariophiles. Elle est protégée en France depuis 1994, donc il est interdit de la capturer, qui plus est de lui faire passer la frontière française, mais il n'empêche que dès lors qu'elle a passé la frontière française de manière illégale, eh bien, il n'y a plus de droit, puisque le droit français n'a pas cours à l'international, il n'y a plus de droit qui permette d'encadrer son commerce et sa circulation une fois qu'elle est sortie de la France. Eh bien, l'annexe 3 permet de faire la promotion qu'il y a un droit national sur cette espèce et qui dit aux États signataires de la CITES, si vous voyez circuler des spécimens, il faut un certificat du pays émetteur, en l'occurrence la France, ce qui permet de faire une promotion de ce droit et permettre d'aller un peu plus loin que le fait de passer la frontière illégalement et ensuite d'être tranquille. Et d'ailleurs, le papillon que vous voyez en bas, Papilio forbanta, qui est un papillon endémique de la Réunion, qu'on appelle le papillon de la pâture, eh bien lui, c'est cet été où on a découvert qu'il y avait du commerce sur Internet, sur eBay. Et en creusant un peu, on s'est rendu compte que ce commerce était depuis l'Allemagne et depuis les États-Unis. C'est-à-dire que les spécimens avaient déjà franchi les frontières et étaient sortis du cadre légal. Eh bien, en inscrivant l'annexe 3 de la CITES, on l'a fait revenir dans le cadre légal. Et donc le troisième, le poisson, c'est un poisson endémique de Clipperton, un Olacanthus, qui est... donc les Olacanthus, c'est des poissons qui sont très très appréciés des aquariophiles. Et l'espèce la plus chère, c'est celle-là, parce qu'elle est très très restreinte et très difficile à obtenir, mais n'empêche qu'il y a un trafic dessus.
Alors tout ça est porté en France et porté en Europe et harmonisé en Europe par un règlement européen, puisque on l'imagine mal, mais dès lors que quelque chose passe une frontière de l'Union européenne, il circule librement dans l'Union européenne. Hein, la libre circulation vaut aussi pour les spécimens CITES. Et donc il y a un règlement qui harmonise ça afin que les règles d'entrée dans l'Europe soient les mêmes pour tous. Et également soient discutées régulièrement dans des collèges européens dans lesquels moi l'autorité scientifique a son rôle, notamment le comité d'experts européen, le SRG. Et donc le problème c'est que ce règlement définit 4 annexes au lieu de 3 et c'est quelque chose qui est assez difficilement compréhensible pour les uns et les autres, ce transfert de 3 annexes à 4, qui n'est pas un transfert strict. Toutefois, on a, nous, au niveau européen, un règlement qui est plus strict que le règlement CITES international, où certaines espèces de l'annexe 2 sont mises sur une annexe A qui se comporte comme l'annexe 1, c'est le cas par exemple du narval, que l'Union européenne, pour les annexes 2, requiert un permis d'importation, ce qui est également, donc permis d'export plus permis d'import, ce qui n'est pas non plus dans le règlement international, que l'UE peut se comporter comme le comité permanent de la CITES en prononçant ses propres suspensions d'importation et de façon immédiate. Et donc, par contre, il y a un système de fluidification et d'encadrement des échanges au niveau intracommunautaire. Également, l'Europe, il faut le savoir, a développé un plan européen de lutte contre le braconnage en 2016, publié en 2016, à mettre en œuvre à partir de 2017, sur lequel il y a eu une forte coopération des autorités françaises, que ce soit le ministère de la Transition écologique, que ce soit l'OFB, qui fait partie du ministère de la Transition écologique, l'OCLAESP, les douanes et le muséum et tout autre acteur. Hein. On a eu le ministère de la Justice, on a eu tout un tas d'acteurs qui ont collaboré là-dessus pour savoir qui pouvait prendre sa part et comment dans ce plan de lutte contre le braconnage. Donc les 37 000 espèces inscrites, on va quand même s'intéresser aussi à ce point-là. Je vous ai fait un petit panel de la ventilation des différentes espèces. Et donc on a l'habitude de dire qu'il y a environ 37 000 espèces inscrites. Et là, je vais arriver sur les notions de delta à 120 000 espèces près. Parce que, on prend l'exemple le plus frappant, ce sont les orchidées. Toutes les orchidées, la famille entière était inscrite à la CITES. Et en fonction des experts, des orchidées, il y en a entre 15 000 et 150 000 au niveau mondial, ce qui met un petit delta sur le nombre d'espèces couvertes. Donc, si on prend la classification des orchidées qui fait le plus consensus, on est à 37 000 espèces inscrites à la CITES. Mais vous pouvez vous rendre compte que sur ce genre de valeur aussi, on a des petits glissements. Et donc, vous verrez passer souvent des valeurs parfois qui paraissent incohérentes. On vous dit il y a 37 000 espèces inscrites à la CITES, toutes les espèces d'orchidées sont inscrites. Il y a 150 000 espèces d'orchidées. Ah, petit défaut. Par contre, donc, le gros, ce sont les plantes, 29 000 plantes, 6 000 animaux et 0 champignons. Et sur ces 6 000 animaux, eh bien, en dehors des coraux, coraux durs, qui sont tous inscrits, eh bien, il y a une part très faible, je dirais, d'invertébrés. Alors après, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est incohérent? Il y a des gros marchés sur les invertébrés. En revanche, les invertébrés sont des espèces qui, pour la plupart, ont des stratégies de population qui sont des modèles qui sont principalement sur le nombre et donc sont plus résilientes au prélèvement, plus résilientes jusqu'à un certain point. Donc il y a quand même un foyer d'études à regarder. Et ça, j'en parlerai aussi un peu plus tard. Après, qu'est-ce qui est commercialisé et ce sur quoi la CITES s'intéresse? Ça aussi, c'est intéressant. Bien sûr, il y a les spécimens vivants, il y a la matière première, il y a les denrées alimentaires, il y a les échantillons biologiques, mais il y a tout un pan de spécimens qui échappent au règlement de la CITES. Tout ce qui est excrétion, fientes, fesses, urine, larmes, qui seront reprises par d'autres accords internationaux, hein, comme l'APA des protocoles de Nagoya, puisque tout ce qui contient de l'ADN est soumis à l'APA. Les OGM, alors les OGM c'est très complexe parce que les OGM on met un peu d'une espèce dans un véhicule d'une autre espèce, voire même 3 espèces, hein, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu les techniques, quand on est chez les angiospermes, c'est une bactérie médiatrice, Agrobacterium tubefaciens, qui va être utilisée pour
pour transformer, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi de l'ADN de la bactérie. Donc l'échelle de la CITES, c'est l'espèce. Quand on a 3 espèces dans un seul spécimen, eh bien, on est très embêté. Donc là, il y a tout un groupe de réflexion. Donc les OGM ne passeront pas à travers la CITES, mais pour l'instant, on est encore sur la réflexion là-dessus. Les graines, parce qu'on considère que, sauf exception, la récolte de graines ne nuit pas à la population sauvage de l'espèce. Et certaines exclusions particulières, comme des exclusions au niveau végétal pour les instruments de musique sur les bois de rose, principalement parce que le bois de rose a déjà été contrôlé une fois avant production et que le contrôlé, le surcontrôlé, le surcontrôlé, à un moment donné, on a des moyens limités et il faut rationaliser pour être efficace. Et dans le cas des instruments de musique, entre la COP 17 et la COP 18, eh bien, on a fait sauter la banque et on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement rationaliser les choses. Alors, là je me suis mis dans le panorama que je vous expliquais au départ. Donc, la mission d'autorité scientifique est donc confiée au muséum. Le muséum la met dans un service commun qui est Patrinat, avec un logo qui est périmé depuis janvier. Je suis désolé, il est rentré dans le jeu. Un collège de chercheurs et d'experts avec le muséum et l'OFB. Donc, dans une moindre mesure, CNRS et l'IRD. Et donc une représentation auprès des politiques publiques, donc à travers le ministère de la Transition écologique, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Outre-mer, également des autorités de contrôle, l'OFB, l'OCLAESP et les douanes. Et tout ça a également un impact sur notre action au niveau du règlement communautaire à travers le SRG, le comité d'experts et le comité de gestion. Donc là, ça vous donne donc la place des autorités françaises au sein de la CITES, mais donc des organes de la CITES en vert foncé, avec l'UE qui fait l'interface. Et donc nous, l'autorité française, on est donc dans l'autorité scientifique, et vous avez également les autorités de contrôle qui sont également là pour terminer tout le travail de contrôle et vérifier que tout est bien appliqué. Là, vous avez une vision de ce qu'est le groupe d'études scientifiques de l'Union européenne avec la France, et donc un avis qui doit être porté commun avec toutes les autres autorités scientifiques. C'est la même chose pour le comité de gestion et pour le groupe d'experts, donc sous l'égide de la Commission. Alors, je me perçois que je suis bavard et que le temps file très vite. Les tâches courantes de l'autorité scientifique, je vais pas m'impliquer plus, mais vous voyez là, proposition aux annexes de la CITES. L'autorité scientifique française a fait des propositions d'inscription aux annexes, propositions qui ont été couronnées de succès. On en est du coup très content parce qu'il a été évoqué les grands marchés sur les mammifères, sur le rhinocéros, sur l'ivoire, etc. Il y a quand même tout un tas de marchés émergents. Le bois a été évoqué. Le bois, la CITES s'y intéresse à une montée en puissance, mais le gros point de bascule, ça a été à la COP 17 de la CITES en 2016, avec l'inscription de l'ensemble des Dalbergia. Et ça a repris un gros morceau à la conférence des parties, donc justement, tant pis. La conférence des parties au Panama, où on a inscrit le bois d'Ipé, tout un tas de bois et tous les pterocarpus. Avant cela également au comité permanent qui s'est déroulé à Lyon en 2022, avec justement un ban posé sur tous les producteurs de Pterocarpus erinaceus, parce qu'effectivement c'était en train de partir dans une direction très complexe avec tous les trafics. Mais également les requins qui sont rentrés à la COP 16, vraiment en force, et tout un tas de... Oui, je vois le regard qui devient insistant. Et également les concombres de mer qui sont aussi un très très gros marché, avec beaucoup de trafic, et qui donc nécessitait d'avoir plus de rentrées. Donc le panorama de la COP 19, où effectivement... tout un tas de propositions adoptées, donc une très importante sur le requin, où la plus grosse famille de requins a été adoptée. Donc là, il va y avoir un contrôle très étroit de tous les ailerons de requins, et donc des propositions bois. Et l'autorité scientifique, elle agit notamment à travers des
des guides d'identification pour aider les forces de contrôle à détecter ce qui est plausiblement illégal dans leur contrôle, mais également avec un guide d'appui aux bonnes pratiques pour avoir une relation fluidifiée avec l'autorité scientifique. Parce que le problème, c'est que pour qualifier ce qui est illégal, il faut pouvoir attacher les spécimens que l'on rencontre à des textes de loi, et à partir de là, l'autorité scientifique a un rôle très important dans l'aide de la qualification des espèces pour pouvoir ensuite attacher les spécimens à une législation. Voilà. Et donc le fameux guide de bonne pratique. Et donc je vous présente un guide d'action conjointe, notamment, donc là c'était avec les douanes, où on avait participé à l'identification et la caractérisation de tout un stock d'ivoire. Alors quand on a de l'ivoire brut, c'est simple. Quand on est sur des petits objets, des perles, des bracelets, etc., ça devient plus compliqué. Et là, effectivement, c'est important d'avoir un expert à ses côtés pour pouvoir qualifier avec certitude que c'est de l'ivoire. Et d'ailleurs, dans le lot, il y avait aussi un petit peu d'écailles de tortue. Là aussi, c'est toujours intéressant. Voilà, merci de votre attention. Merci, merci pour cette présentation très, très pédagogique de la CITES, parce que souvent, de façon générale, les gens connaissent l'acronyme, mais pas forcément, n'en connaissent pas forcément les détails. Et puis, merci également d'avoir rappelé la difficulté d'identification. Ça fait partie des choses sur lesquelles on est investi, on va continuer à s'investir comme comité français. On travaille avec les douanes, avec les services de l'État, et c'est vrai qu'on peut être expert de la police ou s'être engagé, comme nous ont dit les douaniers, pour lutter avant tout contre le trafic de drogue, et puis se retrouver à ouvrir des sacs avec des animaux morts ou vivants, sans forcément pouvoir toujours les identifier. Donc cette question de l'identification est primordiale. Alors j'ai envie de vous poser une question à tous les trois, parce que finalement, pour que tout ça puisse fonctionner, pour être efficace, il faut une collaboration entre les acteurs, chacun dans le respect de ses compétences, de son niveau d'intervention territoriale, nationale, mais peut-être une question générale. Comment aujourd'hui on peut améliorer les choses, faire en sorte que l'ensemble des missions, des acteurs que vous avez cités, collaborent entre eux pour mettre peut-être un frein plus efficace au trafic? Allez-y. Oui, alors la collaboration, je crois ce qu'on peut dire d'emblée avant de se projeter, c'est qu'elle est aujourd'hui plus que jamais dans l'ADN des services. Ça a été démontré d'une certaine façon quand on voit la complexité, pour en parler que de cela, de la Convention CITES. Vous imaginez bien que les services de contrôle, je parle en particulier des services qui vont mener les enquêtes judiciaires, ont besoin de cette collaboration. De la même façon, et je dirais qu'au niveau européen, c'est un constat que nous avons fait il y a déjà maintenant quelques années. Effectivement, les services répressifs voyaient bien à quel point il fallait se mobiliser sur ces sujets-là, mais qui leur échappaient quelque part, parce que c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas. Je veux dire, en l'occurrence, la question CITES, bon, le braconnage, on sait très bien ce que c'est, mais quand il s'agit effectivement du fruit du braconnage qui vient, mettons, des pays du Sud, là, c'est beaucoup plus complexe. Alors, comment demain on peut mieux collaborer? Alors déjà, c'est de mettre en œuvre, déjà c'est parce qu'on signe des conventions cadres qui sont bien là pour venir sanctuariser les échanges qui existent, mais qui fixent un cap et qui est vraiment un livre de route. Ça, c'est la première chose. Entre les services qui luttent, les services de l'État, mais aussi avec la société civile. C'est aussi développer des méthodologies de travail, parce que ce n'est pas si simple que cela de savoir ce qu'on peut faire. Nous sommes quand même dans le cadre en ce qui me concerne, dans le cadre du pénal, et on ne peut pas improviser. Donc on doit déterminer jusqu'où on peut aller, quels sont le niveau, l'échange d'informations qu'on peut faire sous le contrôle du juge. Et là, j'évoque au niveau national, mais il faut l'envisager aussi au niveau européen. Tout à l'heure, je précisais le travail que l'on fait avec Europol, avec Eurojust ou avec Interpol. Quelle information on peut échanger? Il y a des points de contact nationaux qui sont établis par la loi. Qu'est-ce qu'on fait passer dans ces tubes d'échange d'informations et la protection des libertés individuelles, etc.
Juste pour finir, et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est ce que nous voulons faire au niveau des pays du G7. Nous avons créé, suite à des travaux préliminaires et une déclaration ensuite des ministres de l'Intérieur, le réseau des services de lutte contre les crimes environnementaux du G7. La France en prend la présidence pour la première période, donc pendant 3 ans. Le trafic des espèces sauvages est un sujet sur lequel on va progresser. Donc comment demain aussi, dans des pays donnés, il est possible au niveau national d'échanger de l'information, puis cette information puisse être traitée dans le respect des législations entre pays. Ça, c'est un sujet. Merci. Alors, est-ce que peut-être pour préparer la COP CITES, même si la France parle à travers l'Europe, vous avez ce même travail préparatoire ? Alors oui, en fait, on a un travail préparatoire qui est très en amont des COP, heureusement d'ailleurs, hein, parce que déjà, enfin, moi, si je parle à mon niveau, j'ai la chance d'être dans une situation où je ne suis pas, n'étant pas un administratif, hein, je représente un comité d'experts scientifiques. J'ai la possibilité de dialoguer avec le plus large panel possible, et notamment des ONG, des scientifiques, tout un tas de gens qui me remontent des alertes qui me permettent de pouvoir avoir des sujets de veille sur lesquels je m'entretiens très en amont également avec mes partenaires européens pour savoir quels sont les sujets sur lesquels eux aussi ont des alertes et on a une forme de congruence finalement d'intérêt qui nous permet de remonter des sujets, mais aussi parce que les moyens sont limités, hein, que ce soit pour les contrôles, pour les scientifiques, pour les administratifs. Ce que j'évoquais avec les instruments de musique, permet aussi de nous partager la tâche de travail, qui va s'atteler à quel chantier, etc. Je vous montrais les chantiers que la France a portés au niveau européen. Je pourrais parler des Allemands qui ont porté tout un tas de chantiers sur des reptiles notamment. Ça a été le concours des Pays-Bas aussi beaucoup sur les questions de requins. On est obligé de travailler comme cela, mais on s'organise très en amont pour savoir quel sujet on va porter. Par contre, on peut toujours parler de la réaction à ces sujets qu'on voit émerger. J'ai entendu aussi beaucoup parler du rôle très néfaste qu'a joué Internet sur la facilité de trafic. Internet n'a pas fait que ça. On est à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où l'information vers les citoyens de tout pays qu'ils soient va plus vite. Et c'est aussi un moment où on peut faire une sensibilisation beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide au niveau mondial des gens, des citoyens, parce que quand on parle de trafic, on parle d'offre et de la demande. Ça veut dire qu'il y a une demande et on peut agir sur la sensibilisation pour réduire drastiquement cette demande, pour informer les gens sur l'impact et ça, je pense que c'est un des gros challenges. Si on arrive à agir là-dessus, eh bien, on pourra réduire l'offre et se focaliser plus facilement sur des facteurs ciblés. Et je pense que l'éducation du citoyen du monde est une des priorités qu'on doit avoir. Merci. Même niveau de coopération, de bonnes nouvelles de votre côté ? En fait, pour moi, c'est simple. Pour une meilleure coopération, il faut en faire avoir une base de connaissances communes. Et ça commence par les données. Un partage de données équitable. Et il faut dire que c'est vrai que chaque organisation collecte des données de façon différente. On n'a pas les mêmes systèmes et que souvent ça nous bloque pour partager. Mais même que le partage n'est pas toujours facile parce que les pays n'ont pas nécessairement envie, pour des raisons politiques, de partager. Donc pour moi, la collaboration, ça commence par ça. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres méthodes, on collabore de façon informelle, mais pousser vers justement cet partage ouvert des données, c'est la première étape. Parce que sans les données, on n'a pas justement une compréhension de la situation. Et sans une compréhension de la situation, on ne peut pas trouver des solutions qui sont efficaces. Merci, et c'est vrai, on le rappelle, c'est l'enjeu de la COP CITES, mais aussi de la COP biodiversité de la CBD, trouver des bases communes de discussion et de négociation et de comparaison. Merci à tous les trois pour ce magnifique panorama d'introduction.